Et si la femme qui avait jeté une jeune fille enceinte à la rue se retrouvait un jour à genoux, implorant la pitié de cette même jeune fille? Et si le manoir qu'elle protégeait avec une telle férocité devenait le théâtre même de sa déchéance ultime? Ce n'est pas une simple histoire de karma. C'est le récit de Fiona, une jeune femme qui a transformé sa plus profonde humiliation en son arme la plus redoutable. Et lorsqu'elle est finalement revenue, elle ne voulait pas seulement se venger. Elle voulait tout. Fiona Martinez serrait son ventre arrondi alors qu'elle se tenait sur les marches de marbre du domaine Whitmore, sa valise à ses côtés, des larmes inondant son visage. À 22 ans, enceinte de 6 mois, elle n'aurait jamais imaginé que son mariage de conte de fées se terminerait ainsi. « Vous avez 1 heure pour faire vos bagages et partir », avait décrété Quintessa Whitmore 30 minutes plus tôt, ses yeux d'un bleu glacial, vides de toute sympathie. « Mon fils mérite mieux qu'une simple serveuse croqueuse de diamants qu'il a piégée avec une grossesse. » Joseph, son mari depuis 8 mois, se tenait là, immobile comme une statue, incapable de croiser le regard désespéré de Fiona. L'emprise de fer de sa mère sur la fortune familiale l'avait toujours contrôlé. Mais Fiona n'aurait jamais cru qu'il choisirait l'argent plutôt que sa propre femme et son enfant à naître. La famille Whitmore avait bâti son empire sur 3 générations de promotions et d'investissements immobiliers. Leur manoir trônait sur 20 hectares de terre de premier choix en Californie, valant des millions. Joseph devait hériter de tout, mais seulement s'il suivait les règles de sa mère. Et la règle numéro 1 était d'une clarté cristalline, Fiona devait partir. « Joseph, je t'en prie », avait-elle supplié, cherchant sa main. « Parle-lui du bébé. Dis-lui que nous nous aimons. » Mais Joseph s'était dérobé, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé, Fiona. Je ne peux pas tout perdre. Ma mère, elle me coupera les vivres complètement. » Quintessa avait alors souri, un rictus cruel déformant ses lèvres parfaitement maquillées. « Ce mariage était une erreur, ma chère. Les jeunes hommes font des choix insensés, mais cette famille a une réputation à préserver. » En s'éloignant de la seule stabilité qu'elle ait connue depuis sa sortie du système de placement familial, Fiona n'avait que $347 sur son compte en banque et un bébé qui grandissait en elle. Elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant huppé où elle avait rencontré Joseph et avait pris soin d'économiser chaque sou. Mais maintenant, enceinte et seule, ses économies ne dureraient pas longtemps. Elle trouva un minuscule studio dans un quartier difficile, le genre d'endroit où les sirènes hurlaient chaque nuit et où le propriétaire exigeait le loyer en espèces, d'avance. Les murs étaient fins, le chauffage fonctionnait à peine, et Fiona passait ses journées à postuler pour des emplois qui n'embaucheraient pas une femme enceinte, et ses nuits à pleurer jusqu'à s'endormir. Kevin Rodriguez vivait dans l'appartement d'à côté. Il était agent de sécurité de nuit dans un immeuble de bureau du centre-ville, finançant ses études de commerce court après cours. Il entendait Fiona pleurer à travers les murs et laissait parfois des provisions devant sa porte avec des mots qui disaient « de la part d'un ami ». « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », lui dit Fiona un soir, alors qu'elle le surprit en train de laisser un sac de vitamines prénatales devant sa porte. Kevin haussa les épaules, ses yeux bruns et bienveillants remplis de compréhension. « Ma mère était une mère célibataire. Je sais à quel point cela peut être difficile. » 3 mois plus tard, lorsque Fiona entra en travail, seule, c'est Kevin qui la conduisit à l'hôpital dans sa vieille Honda. Il lui tint la main pendant les contractions, alors que personne d'autre n'était là. La petite Emma naquit en bonne santé, mais les factures d'hôpital étaient écrasantes. Fiona cumulait 3 emplois à temps partiel. Nettoyage de bureau la nuit, saisie de données pendant les siestes d'Emma, et service traiteur le week-end. Kevin aidait dès qu'il le pouvait, devenant comme un grand frère pour Fiona et Emma. « Tu es trop intelligente pour rester coincée comme ça toute ta vie », lui dit Kevin un soir, alors qu'il partageait des nouilles instantanées pendant qu'Emma dormait dans son berceau. « Je t'ai observé gérer les budgets de traiteur. Tu as la bosse des maths. » Kevin avait raison. Bien que n'étant jamais allée à l'université, Fiona avait toujours eu un don naturel pour les chiffres et l'organisation. Elle pouvait examiner les finances d'une entreprise et repérer les inefficacités en quelques minutes. Lorsque Kevin lança sa propre petite société de sécurité après avoir obtenu son diplôme, Fiona devint sa directrice commerciale officieuse. « Je ne peux pas encore te payer beaucoup », s'excusa Kevin. « Mais je peux te donner 20% des bénéfices et des horaires flexibles. »« Kevin, tu ne comprends pas », dit Fiona, en regardant le plan d'affaires qu'elle avait aidé à créer. « Ça ne va pas seulement marcher. Ça va être énorme. » Elle avait raison. En 2 ans, Rodriguez Security avait décroché des contrats avec de grands immeubles de bureaux et des chaînes de vente au détail dans toute la ville. La planification stratégique de Fiona et l'éthique de travail irréprochable de Kevin en firent une équipe invincible. Mais Fiona avait des rêves plus grands. « Je ne veux plus seulement protéger les immeubles, je veux les posséder »,
dit-elle à Kevin le jour du 3e anniversaire d'Emma. Elle avait étudié le droit immobilier le soir, dévorant tous les livres qu'elle pouvait trouver sur l'investissement et la promotion immobilière. Kevin rit, mais sans se moquer. Il avait appris à prendre les idées ambitieuses de Fiona au sérieux. Avec quel argent? Avec l'argent que nous allons gagner en rénovant et en revendant des maisons. Fiona avait passé des mois à repérer les biens saisis, à apprendre le marché, à comprendre quelle propriété avait une valeur cachée. Elle convainquit Kevin de s'associer à elle pour leur premier projet. Une maison victorienne délabrée dans un quartier en plein essor. Ils l'achetèrent pour 89 000 $, avec chaque centime qu'ils purent réunir. Fiona géra la rénovation, pendant que Kevin s'occupait de l'entreprise de sécurité. Elle apprit seule les permis de construire, les entrepreneurs et les tendances du design. 6 mois plus tard, ils la revendirent 167 000 $. On recommence, dit simplement Fiona. Au 5e anniversaire d'Emma, Fiona et Kevin possédaient 12 biens locatifs et avaient rénové plus de 30 maisons. Fiona avait obtenu sa licence d'agent immobilier et commençait à préparer son examen de courtier. Elle était implacable, animée par le souvenir d'avoir dormi sur un matelas à même le sol, enceinte et seule. Mais elle n'oubliait jamais qu'il avait mise dans cette situation. Tard un soir, en faisant des recherches sur les registres fonciers pour un investissement potentiel, Fiona tomba sur une information pour le moins intéressante. Le domaine Whitmore, estimé à 15 millions de $, présentait une activité financière inhabituelle ces dernières années. Kevin, regarde ça. Elle l'appela près de son ordinateur portable. Joseph a contracté des prêts sur la propriété. Des prêts importants. Elle creusa plus profondément, utilisant son réseau de contacts immobiliers et les archives publiques. Ce qu'elle découvrit était choquant. Joseph avait développé une grave dépendance au jeu après leur divorce. Il perdait des sommes colossales dans les casinos et les parties de cartes clandestines depuis des années. Quintessa avait liquidé des actifs et vendu de plus petites propriétés pour les maintenir à flot. Mais ce n'était pas suffisant. Le domaine sera mis aux enchères dans 6 mois, annonça Fiona à Kevin, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. Fiona, à quoi penses-tu? Elle se tourna vers lui, avec un sourire qui aurait glacé le sang de Quintessa Whitmore. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Fiona passa les 6 mois suivants à se préparer comme un général planifiant un siège. Elle liquida des propriétés, fit jouer ses relations et obtint des financements de banque qui la considéraient désormais comme une actrice majeure du marché immobilier. Kevin tenta d'abord de l'en dissuader. Il ne s'agit plus d'argent, n'est-ce pas? Demanda-t-il un soir, alors que Fiona se penchait sur des documents financiers. Il ne s'est jamais agi que d'argent, répondit doucement Fiona. Il s'agit d'Emma. Il s'agit de m'assurer qu'elle n'aura jamais à supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Emma, âgée de 8 ans, s'épanouissait. Elle fréquentait une bonne école privée, prenait des cours de piano et n'avait jamais connu la peur et l'incertitude qui avaient défini les débuts de la maternité de Fiona. Mais Fiona voulait plus pour sa fille. Elle voulait qu'elle comprenne que les gens qui vous font du mal ne peuvent pas s'en tirer sans conséquence. La vente aux enchères pour saisie était prévue un mardi matin au palais de justice. Fiona avait fait ses devoirs. Elle savait exactement combien valait la propriété, combien les Whitmore devaient, et combien elle devait enchérir pour gagner. Elle savait aussi que Quintessa et Joseph seraient là, regardant l'héritage de leur famille être vendu au plus offrant. Fiona portait un tailleur bleu marine impeccable et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place dans les salles où des millions de dollars changent de main. Emma était assise à côté d'elle, vêtue comme la petite dame qu'elle devenait, ses cheveux sombres coiffés en nattes soignées. Lorsque Quintessa et Joseph entrèrent dans le palais de justice, Quintessa paraissait plus âgée, plus fragilisée que dans le souvenir de Fiona. Son apparence, autrefois parfaite, montrait des fissures. Son maquillage ne parvenait pas à cacher les rides de stress, et son sac à main de créateur datait de plusieurs saisons. Joseph avait encore plus mauvaise mine. Son visage était émacié, ses yeux cernés, et ses mains tremblaient légèrement. Ils ne reconnurent pas Fiona au début. La jeune fille effrayée et enceinte qu'ils avaient chassée avait laissé place à une femme d'affaires posée qui commandait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Le commissaire-priseur ouvrit la séance. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la vente sur saisie du domaine Whitmore, comprenant la résidence principale et 20 hectares de terrain à Malibu, Californie. Les enchères commencèrent à 8 millions de $. Plusieurs promoteurs et investisseurs levèrent leurs panneaux, faisant grimper le prix régulièrement. Quintessa observait avec horreur des étrangers enchérir nonchalamment sur l'héritage de sa famille. À 11 500 000 $, la plupart des enchérisseurs se retirèrent. Il n'en restait que 3, un promoteur commercial, une société d'investissement et Fiona. 12 millions, lança le promoteur.
12 millions 5, contrat la société d'investissement. Fiona leva son panneau. 13 millions. C'est à ce moment que les yeux de Joseph s'écarquillèrent de reconnaissance. Il attrapa le bras de sa mère et lui murmura frénétiquement à l'oreille. Le visage de Quintessa devint livide alors qu'elle se tournait pour fixer la femme qui, autrefois, s'était inclinée devant elle. 13 millions 2, annonça le promoteur, mais sa voix manquait de conviction. 13 millions 5, dit Fiona calmement, sans jamais rompre le contact visuel avec Quintessa. Les autres enchérisseurs se turent. 13 millions et demi, c'était déjà au-dessus de la valeur marchande pour une propriété grevée d'autant d'hypothèques. Une fois, deux fois. Adjugé au numéro 47 pour 13 500 000 $. À l'extérieur du palais de justice, Quintessa et Joseph interceptèrent Fiona alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture avec Emma. Vous, dit Quintessa, sa voix tremblant de rage et d'incrédulité. Vous avez fait ça intentionnellement. Fiona sourit, la même expression composée qu'elle avait arborée pendant toute l'enchère. Bonjour, Quintessa. Joseph. J'aimerais que vous rencontriez votre petite fille, Emma. Le visage de Joseph se décomposa en regardant la petite fille qui avait les mêmes yeux sombres et la même mâchoire forte que lui. Fiona, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que les choses. Que les choses quoi? L'interrompit Fiona. Que tu laisses ta femme enceinte à la rue. Que tu choisisses l'argent plutôt que ton propre enfant. Que tu dilapides la fortune de ta famille au jeu, pendant que cet enfant grandissait sans connaître son père. Quintessa s'avança, son ancienne arrogance refaisant surface malgré sa situation désespérée. Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison est dans notre famille depuis 60 ans. Et maintenant, elle est dans la mienne, répliqua Fiona sans se démonter. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas déraisonnable. Vous pouvez rester dans la maison d'amis pour un loyer mensuel de 8 000 $. 8 000 $? Balbutia Joseph. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors je vous suggère de trouver un emploi. J'entends dire que de bons restaurants en ville cherchent des serveurs. Je pourrais glisser un mot pour vous. L'ironie n'échappa à personne. Quintessa, qui s'était autrefois moquée de Fiona pour n'être qu'une serveuse, se voyait maintenant offrir le même travail par charité. Fiona emménagea dans le domaine Whitmore 3 semaines plus tard. Elle fit redécorer la chambre principale dans des tons de bleu doux et de blanc, effaçant toute trace des décorations tapax en grave-l'œil de Quintessa. Emma eut la chambre dont elle avait toujours rêvé, avec un coin lecture et une vue sur l'océan. Kevin venait souvent, avec sa propre famille. Il avait épousé Maria, une enseignante rencontrée en cours du soir, et ils avaient des jumeaux. La maison, autrefois froide et inhospitalière, se remplit de rire et de chaleur. Joseph tenta plusieurs fois de prendre contact, de construire une relation avec Emma. Fiona autorisa des visites supervisées, non par pardon, mais parce qu'Emma méritait de connaître son père, même s'il était une déception. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Lui demanda Emma lors d'une de ses visites. La franchise de ses 8 ans perçait des années d'excuses. Joseph peina à trouver des mots qui ne détruiraient pas le peu de dignité qui lui restait. J'avais peur, admit-il finalement. J'étais un lâche, et j'ai pris la pire décision de ma vie. Quintessa, quant à elle, avait pris un poste dans un grand magasin local. La femme qui avait autrefois commandé un personnel de maison pliait désormais des vêtements et gérait des clients difficiles pour le salaire minimum. Elle vieillit rapidement, le stress et l'humiliation faisant leur œuvre. 2 ans après la vente aux enchères, Quintessa développa de graves problèmes de santé. Son assurance maladie du grand magasin était minimale et les factures médicales s'accumulaient. Elle ravala sa fierté et vint trouver Fiona. « Je sais que je ne mérite pas votre aide, » dit-elle, debout dans le hall de ce qui avait été sa propre maison, « mais je vous la demande quand même. » Fiona étudia la femme qui avait autrefois détenu tout le pouvoir, qu'il avait chassée sans un regard en arrière. Quintessa semblait fragile maintenant, usée par les conséquences de sa propre cruauté. « Vous avez raison, » dit finalement Fiona. « Vous ne méritez pas mon aide. » Les épaules de Quintessa s'affaissèrent de défaite. « Mais Emma mérite de connaître sa grand-mère, » continua Fiona. « Et je ne vous laisserai pas mourir seule et aigrie, peu importe ce que vous m'avez fait. » Fiona paya les traitements médicaux de Quintessa, mais elle s'assura que la femme plus âgée comprenait les conditions. « Vous ne parlerez jamais, au grand jamais, en mal de moi devant Emma. Vous n'essaierez jamais de la monter contre moi. Et vous n'oublierez jamais que tout ce que vous avez maintenant existe parce que j'ai choisi la pitié plutôt que la vengeance. » 5 ans plus tard, Emma avait 13 ans et s'épanouissait. Elle excellait à l'école, jouait du violon dans l'orchestre des jeunes et avait développé un sens aigu des affaires qui impressionnait même Kevin. « Je veux développer l'entreprise, »
dit Emma à Fiona un soir, alors qu'elle se promenait sur leur propriété. Nous devrions acheter plus de terrain, construire des logements durables. Fiona sourit, fière de la jeune femme confiante que sa fille devenait. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est un bon investissement? Parce que les gens ont besoin de logements abordables et parce que c'est la bonne chose à faire, répondit Emma avec pragmatisme. Joseph avait réussi à maîtriser sa dépendance au jeu et travaillait maintenant comme directeur dans l'une des agences de sécurité de Kevin. Il n'était pas riche, mais il était stable et était devenu un père décent, bien que distant, pour Emma. Il payait la pension alimentaire religieusement et ne manquait jamais un récital d'Emma. Quintessa vivait dans un petit appartement en ville. Sa santé s'était stabilisée, mais son esprit avait changé à jamais. Elle voyait Emma une fois par semaine pour le déjeuner, suivant scrupuleusement les règles de Fiona. Parfois, dans des moments de laisser-aller, Fiona surprenait des lueurs d'affection sincère entre la grand-mère et sa petite-fille. Le domaine Whitmore avait été transformé en quelque chose de nouveau. Pas seulement une démonstration de richesse, mais un véritable foyer où une famille avait grandi et prospéré. Fiona avait conservé une partie de l'architecture d'origine, mais avait ajouté une chaleur et un caractère qui reflétaient son propre parcours. Un dimanche après-midi tranquille, alors que Fiona était assise dans son bureau à domicile, examinant les plans de leur dernier projet de développement, Emma frappa à la porte. « Maman, je peux te poser une question ? » « Toujours. »« Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir acheté cette maison ? Je veux dire, de leur avoir tout fait perdre. » Fiona posa son stylo et regarda sa fille. La regarda vraiment. Emma était devenue une jeune femme réfléchie et compatissante, malgré avoir été témoin des dynamiques complexes de leur situation familiale. « Je regrette que cela ait été nécessaire, » dit Fiona avec soin. « Je regrette que ton père ait choisi l'argent plutôt que la famille. Je regrette que ta grand-mère ait accordé plus de valeur au statut qu'à la bonté. Mais est-ce que je regrette de nous avoir protégés ? Est-ce que je regrette de m'être assuré que tu n'aurais jamais à dépendre de personne pour quoi que ce soit ? Jamais. Mais nous aurions pu réussir sans tout ce drame, fit remarquer Emma. Nous nous en sortions déjà bien. Fiona acquiesça. Tu as raison. Nous aurions pu bâtir notre empire ailleurs et ne jamais regarder en arrière. Mais parfois, Emma, les gens doivent faire face aux conséquences de leurs choix. Non par vengeance, mais par justice. Et parfois, les gens qui vous ont blessé ont besoin de comprendre exactement ce qu'ils vous ont pris. Emma réfléchit à cela, son jeune visage sérieux. Et maintenant, nous nous concentrons sur la construction de quelque chose de mieux. Ta grand-mère a appris ce que signifie tout perdre. Ton père a appris ce qu'il en coûte d'abandonner sa famille. Et toi, tu as appris que tu n'as jamais à accepter d'être traité comme moins que ce que tu vaux. 10 ans après la vente aux enchères, Fiona reçut une visite inattendue. Une jeune femme, d'environ 25 ans, se tenait à sa porte avec un bébé dans les bras et le désespoir dans les yeux. « Madame Rodriguez », dit la femme. Fiona avait pris le nom de famille de Kevin lorsqu'ils étaient devenus partenaires commerciaux, trouvant cela plus simple que d'expliquer son histoire compliquée. « Oui, je m'appelle Sarah Chen. Je travaille au refuge pour femmes du centre-ville. J'ai entendu dire que vous pourriez comprendre ce que c'est que d'être mise à la porte sans nulle part où aller. » Fiona invita Sarah à entrer, écoutant la jeune femme raconter son histoire, presque identique à la sienne. Une famille riche, un mari faible, une grossesse qui menaçait leur image parfaite. « J'ai un diplôme en commerce, » dit Sarah, berçant son bébé agité. « J'ai géré les investissements de leur famille pendant 3 ans, mais ils agissent comme si je n'étais rien, comme si je n'avais rien apporté. » Fiona se revit 15 ans plus tôt dans les yeux de cette jeune femme. Mais elle vit aussi autre chose, du potentiel, de l'intelligence et une détermination qui n'avaient pas encore été brisées. « Je ne peux pas promettre de résoudre tous vos problèmes, » dit Fiona à Sarah. « Mais je peux vous promettre ceci, si vous êtes prête à travailler, si vous êtes prête à apprendre, et si vous êtes prête à attendre votre heure, elle viendra. » Sarah devint la protégée de Fiona, apprenant le métier de l'immobilier et gérant finalement plusieurs de leurs projets de développement. Elle ne se vengea jamais de la famille de son ex-mari. Elle n'en avait pas besoin. Elle construisit quelque chose de plus grand et de meilleur, selon ses propres termes. Aujourd'hui, la société Rodriguez Développement vaut plus de 50 millions de dollars. Emma, désormais âgée de 23 ans, dirige la division du logement durable tout en terminant son MBA. Kevin et Maria ont étendu l'entreprise de sécurité à l'enquête privée et au conseil aux entreprises. Joseph travaille maintenant pour l'entreprise, s'étant révélé fiable et travailleur au fil des ans. Il n'est pas riche, mais il a trouvé la paix dans un travail honnête et une relation avec sa fille fondée sur le respect plutôt que sur l'obligation. Quintessa est décédée paisiblement il y a 2 ans.
Au cours de ces derniers mois, elle et Fiona avaient développé quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amitié, mais qui n'était plus de l'hostilité non plus. Une compréhension mutuelle entre deux femmes qui avaient toutes deux appris de dures leçons sur le pouvoir et la famille. Lors des funérailles, les anciennes amies de Quintessa chuchotaient sur l'étrangeté que Fiona ait tout payé, qu'elle ait été si généreuse envers la femme qui l'avait autrefois chassée. Elles ne comprenaient pas que la générosité de Fiona n'était pas une question de pardon. Il s'agissait de montrer à Emma que la force n'exige pas la cruauté. Fiona vit toujours dans le domaine Whitmore, mais ce n'est pas un sanctuaire à sa victoire sur la famille qui l'a rejetée. C'est simplement son foyer, l'endroit où elle a élevé sa fille, bâti son entreprise et appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est le succès. La jeune fille effrayée et enceinte qui fut jetée à la rue est devenue une femme qui n'a plus jamais eu à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle n'a pas seulement gagné, elle a bâti un empire qui protégera sa fille et les enfants de sa fille pour les générations à venir. Et parfois, lors des soirées tranquilles, quand Emma joue du violon dans la salle de musique, Fiona s'assoit sur la terrasse surplombant le Pacifique et se souvient de cette nuit désespérée où elle n'avait que $347 et le rêve de quelque chose de mieux. Elle a eu quelque chose de mieux. Elle a eu tout. Mais plus important encore, elle s'est assurée qu'Emma n'aurait jamais à se battre pour ce qu'elle méritait. Et au final, c'était la seule victoire qui comptait vraiment.